bonjour à tous pour cette seconde journée de ces conversations sous l'arbre dédiées à l'appel de la forêt. Et donc là, on va partir en voyage avec Artémis Anest, qui est botaniste, chargé de recherche et d'enseignement à l'Université de Montpellier. Et comme vous allez nous parler du voyage des plantes. Vous avez aussi beaucoup voyagé, puisque vous avez étudié en Chine, vous avez étudié les forêts en Bolivie, sur l'altiplano, dans les montagnes tibétaines, dans les forêts tropicales humides du Yunnan, et j'en passe et d'autres. Et donc, vous allez nous montrer comment les plantes, loin d'être figées, finalement statiques, immobiles, comme on peut s'en faire une idée au premier abord, finalement, les plantes voyagent beaucoup. Et donc, je vous cède la parole. Et merci d'être là. Merci. Ok, ça fonctionne. Merci pour l'introduction. Donc, effectivement, et bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Et merci d'être là aux aurores pour cette présentation. Voilà. Donc, effectivement, je suis botaniste. Et la façon dont je vais vous parler de la forêt, ça va être ma vision de botaniste, et donc il y a une vision qui est relativement plante-centrée, si on peut dire. Et donc je vais essayer de vous faire voir cette forêt sous l'œil qu'on peut avoir quand on regarde plutôt les plantes, mais pas que. Donc on parle de forêt depuis quelques heures déjà, depuis hier. Moi j'ai ma vision de la forêt, mais je n'ai pas tellement discuté avec vous de quelle était la vôtre. Puis elle a eu le temps d'évoluer, en plus, j'imagine, depuis déjà ces conversations. Donc j'aimerais que vous preniez deux minutes, une petite minute, pour réfléchir à ce que la forêt vous évoque, en une phrase, et puis ensuite de recentrer sur un mot. Donc réfléchissez à un mot, unique mot, qui vous évoque cette forêt. Je pense que déjà certains d'entre vous l'ont trouvé. Ok, est-ce que quelqu'un veut bien le partager ? La paix. La paix, ok. L'énergie, ok. Oui. La population. La population, d'accord. Oui. Mystère. Le mystère, ok. Oui. La mousse. La quoi, pardon ? Mousse. La mousse. Ok, très bien, oui. Les arbres. Les arbres, ok, oui. Alors, c'est très rigolo parce que vous avez tous rigolé pour les arbres, d'accord ? La connexion, oui. Communion. La communion. Pulsation. Une pulsation, ok, ou les pulsations, oui. Lumière. La lumière, d'accord. Ok, oui. Ombre. L'ombre. Ok, oui, oui, tout à fait, ok. Ok, c'est très intéressant. Alors, arbre, ça vous a fait rigoler. Est-ce que vous pouvez lever la main tous ceux qui avaient arbre initialement dans leur mot ? Ok, donc pas tant que ça. Pourtant, ça vous a fait rigoler. Très bien. Moi, le mot et le concept qui va de pair avec forêt, c'est diversité. Alors, pourquoi ? En fait, je vais, au travers de cette conversation, vous montrer qu'est-ce que la diversité, pourquoi la forêt m'évoque la diversité. Et je vais commencer par ces images, qui sont ma vision de la forêt. En fait, si j'imagine la forêt, très rapidement, c'est ce que je vois. Alors, pas que ça. Ça, c'est un petit morceau que j'ai trouvé d'assez représentatif. Donc, en fait, alors, vous voyez que cette forêt, elle ressemble pas à celle qu'on voit ici. Comme vous le savez, j'ai pas mal voyagé sous les tropiques. Effectivement, ma forêt, à moi, elle est tropicale. Donc, quand je l'imagine, elle est tropicale, comme ça. Et donc, ce que vous voyez dessus, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, peut-être qu'il y a des daltoniens parmi nous, et je suis désolée, mais il y a beaucoup de couleurs. Donc, il y a du rouge et du vert. Il y a du orange. Donc, il y a une diversité de couleurs. Vous voyez que le vert n'est pas le même partout. Puis, il y a une diversité de formes. Donc, vous voyez des troncs, vous voyez des fleurs un peu surprenantes par rapport à ce qu'on a ici, des feuilles qui n'ont pas du tout la même forme. Donc, il y a une diversité de formes. Et donc ça, c'est quand je regarde là, comme ça, mon image. Si je baisse les yeux, je vois ça. Donc, des choses encore différentes. Alors, c'est une plante, hein. Voilà. Et puis, si je lève les yeux, je vois autre chose que des plantes. Donc, jusqu'à là, on était un petit peu plante-centré. En fait, il n'y a pas que des plantes dans cette forêt, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, il y a une diversité de plantes, c'est sûr, il y a beaucoup de plantes. Puis, en fait, il y a une diversité d'organismes dans cette forêt. Donc, des organismes vivants différents. Mon travail, en tout cas une grande partie de mon travail, c'est de comprendre pourquoi il y a cette diversité. Et comment, en fait, elle est arrivée là. À quel moment et qu'est-ce qui va lui arriver éventuellement dans le futur.
Donc en fait, ce que je vais essayer de chercher, c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle des moteurs. Alors, vous savez qu'un moteur, en théorie, d'un point de vue vraiment pratique, c'est une structure qui va prendre une certaine quantité d'énergie d'un certain type pour en faire de l'énergie mécanique. Bon, alors nous, quand on parle de moteur, c'est tout à fait allégorique, hein, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous, on voit ça plutôt comme une sorte de force qui va amener quelque chose à changer, à aller vers quelque chose de nouveau et éventuellement à évoluer. Et donc ça, c'est le dernier aspect sur lequel je suis plutôt centrée, c'est identifier des forces, des moteurs d'évolution des plantes, des choses qui vont les pousser à changer, à avancer et à devenir éventuellement quelque chose d'autre. Alors, quand on a un moteur, quand on a une force qui nous fait avancer, eh bien, ça n'implique pas forcément une direction. Donc on peut avancer et puis on peut tourner en rond pendant très 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 longtemps. Donc la direction, si on la conserve en rotation, eh ben, on va avancer, mais on va avancer en restant un petit peu sur place en fait. Et une autre possibilité, c'est d'avancer plus loin. Donc si on avance vers quelque chose de différent, pas par pas, eh bien éventuellement, on est une plante dans la forêt, on fait des pas en avant, en avant, en avant, et puis on pourrait sortir éventuellement de cette forêt. Ça, c'est une lisière de forêt. Donc on en a parlé pas mal hier déjà. En fait, les lisières de forêt, c'est pas quelque chose de continu, c'est très souvent abrupt comme ça. Là, il faut imaginer qu'on est bien dans une forêt tropicale, toujours. Hein. Je vous montrer un petit peu de tropique, ça change de d'habitude. Et donc, en fait, vous voyez que cette lisière de forêt, elle est très, très nette. Donc, une plante qui va, pas par pas, arriver, sortir de cette forêt, qu'est-ce qu'elle va rencontrer ? Elle va rencontrer ces zones qui sont un peu plus ouvertes. Alors, on m'avait dit lumière, ombre. Alors, il y avait beaucoup d'ombre. Là, d'un coup, il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas que de la lumière. Il y a aussi plein d'animaux qui ne sont pas les mêmes animaux que tout à l'heure. Je vous ai montré des oiseaux quand on levait les yeux. Là, il y a beaucoup de mammifères. Et plus particulièrement, il y a beaucoup d'herbivores. Donc, c'est des milieux dans lesquels on va trouver beaucoup d'herbivores. Ce sont des milieux plus ouverts. Généralement, c'est des endroits qu'on va décrire comme étant des milieux à forte pression d'herbivorie. C'est-à-dire que les plantes sont très, 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 très exposées à ces herbivores, qui sont très nombreux, très diversifiés aussi, eux-mêmes, dans ces zones qui sont plutôt ouvertes et moins ombragées, par exemple, comme c'est le cas de la forêt. Qu'est-ce qui se passe si je suis une plante et que je suis fortement exposée à cette forte pression d'herbivorie ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que des plantes dans ces milieux-là, elles ressemblent beaucoup à ça. Alors, si vous deviez me donner un mot, plusieurs mots pour décrire cette plante, quels seraient les mots ? Autodéfense. Ok. Protection, d'accord. Comment ? Épine. Ouais, épine, donc je suis d'accord, épine. Hein, il y a des épines là-dessus, définitivement, ouais. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, adaptation, éventuellement, ça, effectivement, on va y venir un peu. Alors, en fait, vous voyez qu'il y a des épines, mais les épines, elles sont pas... la plante, c'est pas juste un tas d'épines. Hein. Il y a des feuilles très petites, absolument. Et elles sont pas à l'extérieur, d'ailleurs, ces feuilles. Hein. Vous voyez qu'elles sont plutôt dedans. Et ces feuilles et ces épines, en fait, vous voyez qu'elles sont pas... c'est pas juste un tas de feuilles, un tas d'épines. Il y a des branches, quand même. Et il y a des branches qui sont assez nombreuses. Il y a des branches très grosses et épaisses, et il y a plein de petites branches. Et donc, ici, on a une structure que nous, on va qualifier de très ramifiée. Il y a beaucoup, beaucoup d'axes qui sont branchés les uns avec les autres, et qui portent ces épines et qui portent ces feuilles. Ces axes, ces tiges, elles ne sont pas toutes les mêmes. Si vous les regardez, vous voyez qu'il y en a des très gros, ils sont noirs. Ça pourrait presque être un peu comme des troncs. Et puis, il y en a des beaucoup plus petites. Bon, il y a beaucoup de formes déjà de tiges dans cette plante. Donc, en fait, vous m'avez dit directement, elle se protège. Si je suis un animal et que je me fais prédater, ça va être beaucoup plus facile de m'enfuir. Ça va être la première chose.
plutôt que d'essayer... Alors, si moi, je me fais courir après par un tigre, je vais plutôt avoir tendance de m'enfuir que d'essayer de lutter contre le tigre. Et que j'ai peu de chances de gagner. Les plantes, elles n'ont pas ce choix-là, parce que les plantes, elles ne se déplacent pas. Donc, elles ne peuvent pas s'enfuir quand un herbivore arrive et qui va passer éventuellement 1 ou 2 heures à se nourrir dessus. Il y a autre chose qui fait... Donc, les plantes sont des organismes qui sont fixés. Elles ne peuvent pas s'enfuir quand elles sont sous pression d'herbivorie, par exemple. Il y a autre chose qui nous différencie énormément les animaux des plantes, c'est le fait que tous les organes d'une plante, toutes les fonctions dans une plante, elles ne sont pas présentes dès le départ, alors que c'est le cas pour la plupart des animaux. Vous voyez, les animaux, dès les premiers stades du développement, dans l'embryon, on a déjà à peu près tous les organes qui sont là. Ils ne sont pas développés, ils ne sont pas tout à fait mis en place, mais ils sont présents. Si par exemple je vois un poumon, je vais me dire « Ah, il y a un petit poumon, il est déjà là, il n'est pas forcément fonctionnel, mais il y a une fonction de respiration qui est associée. » Donc c'est probablement un organisme terrestre. Et finalement, la croissance chez les animaux, c'est juste donc, des fonctions qui sont déjà présentes et qu'on va tirer, en fait, on va les rendre plus grandes. Et puis par expansion uniquement de fonctions qui sont déjà présentes, on va avoir un organisme avec toutes ces fonctions exprimées qui sont fonctionnelles. Et ce sera stable, finalement, ce nombre de fonctions, ce nombre d'organes associés sera stable du début à la fin de la vie de l'organisme. Ce n'est pas le cas des plantes. En fait, les plantes ont des organes qui ne sont pas les mêmes du début à la fin de leur vie et dont les fonctions vont également changer, donc augmenter, apparaître, disparaître. Vous voyez que dans une graine, en fait, au départ, on n'a quasiment rien. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de tronc, il y a juste 2 petites feuilles qui sont des feuilles embryonnaires. Et donc, en fait, c'est par croissance que ces fonctions, elles vont apparaître. Donc, chez les plantes, on distingue 2 types de croissance. Je ne vous embêterai pas avec ça aujourd'hui, mais on pourra en parler plus tard si vous voulez. Et c'est ce qui va nous différencier un petit peu des animaux. Une façon de le définir et de le décrire, c'est ce qu'on a développé comme étant l'architecture végétale. Alors l'architecture végétale, c'est une façon de décrire les plantes qui va tenir compte de plusieurs paramètres, mais surtout qui va tenir compte de la plante entière. Alors, c'est quoi la plante entière ? C'est la plante, à un moment, quand on la regarde, tous les éléments de la structure de la plante, tels qu'on la voit. Mais je vous ai dit, ça, c'est pas stable au cours de la vie de la plante. Donc il va y avoir également une dimension temporelle. Donc les différentes structures de la plante au cours des étapes de son développement. Et puis on va aller s'intéresser aux fonctions qui sont associées à ces structures. Et donc ces organes qui vont se mettre en place au cours de la vie de la plante. Voilà pour l'ouverture. Donc si on fait un petit parallèle avec un être humain, typiquement, comment est-ce que ça peut se définir ? Vous voyez qu'un humain, il a un tronc, cet arbre aussi, tous deux ont un tronc. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'être assez rigides et puis d'organiser toutes les parties de l'organisme ensemble. Et puis vous pouvez voir qu'autour de ce tronc, il y a des branches. On peut faire un parallèle avec nos bras, qui permettent en fait d'explorer l'espace autour du tronc. Donc vous voyez déjà, on a une différence clairement entre un tronc et des bras. Il y a clairement une morphologie associée qui témoigne un peu de cette fonction. Et puis on a des doigts sur ces bras, et puis il y a un équivalent sur les branches, il y a des petits rameaux, qui en fait sont très très différents. Vous voyez que du tronc, c'est des rameaux très très courts. Alors ils ne sont pas toujours comme ça, mais là par exemple ils ont plein de feuilles. Donc quand on voit ces feuilles, on se dit c'est là qu'il y a la photosynthèse. Donc finalement c'est de l'assimilation. C'est une fonction d'assimilation qu'on va trouver uniquement sur ces petits rameaux. Donc un petit peu comme on peut trouver des fonctions très spécialisées avec nos doigts. Donc ça peut servir pour l'assimilation, puis ça peut servir pour la défense.
comme c'était le cas des épines. Alors, ces épines que je vous ai montrées sont effectivement des axes. Voilà, c'est des petites tiges qui vont clairement avoir une fonction de défense. Donc reprenons notre plante qui ne bouge pas. En fait, elle a plein d'axes qui n'ont pas les mêmes fonctions, qui n'ont pas les mêmes morphologies. Vous voyez que ce tronc qui est foncé, il a un certain volume. Finalement, il va organiser toutes les parties de la plante un peu entre elles, un petit peu comme le fait le tronc chez un être humain. Et puis on a ces branches qui vont disposer toutes les feuilles dans l'espace, ainsi que les épines qui vont protéger ces feuilles. Ici, les épines ne sont pas des axes, mais elles sont disposées par les axes. Et en fait, ici, c'est vraiment une structure dans son intégralité qui fait que ça marche. Si on avait juste un tas d'épines, ça ne serait pas fonctionnel. C'est parce qu'on a tous ces types d'axes que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on va appeler une architecture en cage. Alors, ça sert à quoi une cage ? La protection, effectivement. Alors, en tout cas, ce que ça fait, c'est que ça sépare quelque chose, ça compartimente quelque chose. Et là, ce que ça va compartimenter, c'est les feuilles. Donc, on va mettre les feuilles, les parties vertes, les parties comestibles pour les herbivores à l'intérieur de la cage, et ça va mettre une distance, une barrière entre l'herbivore et les feuilles qui ont pour vocation à ce moment-là d'être protégées. Alors, comment est-ce qu'on arrive d'un arbre qui est dans la forêt à une cage pareille ? Et bien ça, on allait regarder un petit peu. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que on allait regarder dans un groupe qui avait des arbres et des cages. Et avec une étude phylogénétique et de plein d'aspects végétaux, et notamment de l'architecture végétale, on a trouvé qu'il y avait dans ce groupe un ancêtre qui, vous voyez, ça c'est une échelle temporelle. Notre ancêtre, dans ce groupe, il a 120 millions d'années. Donc c'est une plante qui poussait il y a 120 millions d'années. Elle poussait dans un endroit où il n'y avait pas d'herbivores. En fait, il y a 120 millions d'années, il n'y avait pas de mammifères herbivores. Enfin, il y en avait très peu, ils étaient tout petits. Il y avait surtout des dinosaures, en fait. Des dinosaures herbivores, ça, il y en avait. Mais là, on parle bien de mammifères. Il n'y avait pas de mammifères herbivores dans l'endroit où cette plante poussait. Et en fait, ce que vous dit cette branche grise, c'est que pendant 120 millions d'années, cette espèce, elle est restée telle qu'elle, dans un milieu où il n'y avait pas d'herbivores. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on pouvait avancer en restant un petit peu au même endroit. Là, c'est ce qui s'est passé. Cette plante, elle n'a pas vraiment changé. Elle n'est pas restée fixe dans le temps, puisqu'elle est toujours présente. Donc il y a eu des descendants. C'est une espèce c'est une lignée qui s'est conservée de façon relativement identique, dans un milieu relativement identique. Mais il y a eu des descendants qui ont acquis des caractères un peu différents. Là, on avait une structure qui n'était pas très, très ramifiée. D'un coup, il y a un descendant qui obtient plus de ramifications. Des ramifications différentes, en fait. Plus spécialisées. Et, de la même façon, vous voyez, il s'est maintenu dans des milieux un peu différents, mais pendant très longtemps. Et puis, un de ses descendants, qui était un peu plus ramifié, arrive soudainement dans un milieu avec beaucoup d'herbivores. Là, pour l'instant, vous en voyez qu'un petit, il est tout seul là-bas, mais voilà, des herbivores. Donc cette plante rencontre un herbivore. Et là, d'un coup, ça marche extrêmement bien. En fait, le fait d'avoir plein de branches, ça protège beaucoup mieux les feuilles que les autres, qui avaient moins de branches. Et en fait, ça leur donne un peu de l'espace pour établir des descendants dans cette zone-là, parce que ça marche mieux pour eux. Donc ils arrivent mieux à avoir des descendants qui survivent mieux. Et donc, ils se maintiennent et ils font davantage de descendants qui eux-mêmes changent et se diversifient. En fait, ils vont faire plus d'espèces. Et dans cette structure qui était très ramifiée, complexe, d'un coup, des épines apparaissent. Et là, c'est tout gagné. La structure est extrêmement défendue parce qu'elle était extrêmement ramifiée. Et rajouter des épines là-dessus, c'est le total. Ça fonctionne. Et l'espèce devient très compétitive, c'est-à-dire qu'elle gagne vraiment dans ces milieux-là. Voilà, donc ça, c'est un cas de figure chez ces espèces-là. Hier, je vous ai parlé rapidement, on en a discuté. Là, on est dans la forêt polonaise primaire dont on parlait hier. Et donc, il y a de l'ombre
tout à fait. Et il y a des arbres, et vous voyez que ces arbres, donc c'est les arbres que j'ai mentionnés hier, je me suis dit qu'après les avoir mentionnés, ça aurait été intéressant de les mettre. Vous voyez qu'ils ont des troncs, et ils ont des branches qui sont plutôt en hauteur. Cette forêt a également une lisière, abrupte, comme la plupart des forêts. Et quand on sort de cette lisière, on voit ça, avec mes collègues, pour faire l'échelle. Et vous voyez que mes collègues, ils ont à peu près la hauteur, comme ça, des herbivores qu'on va trouver dans ces forêts. Enfin, à la lisière de ces forêts. Donc des milieux qui sont ouverts, vous voyez. C'est plus la même chose. Et en fait, ça se voit peut-être pas extrêmement bien sur l'écran, mais il y a vraiment deux structures différentes sur cette plante. Il y a une base qui forme tout à fait une cage, comme je vous l'ai montré dans le cas d'avant. Et puis, il y a la partie au-dessus, qui est la partie où finalement la plante a réussi à s'échapper un petit peu de cette zone où elle était contrainte par les herbivores, pour reprendre une structure qui ressemble beaucoup plus à celle que vous trouvez en forêt. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a vraiment une différence, pour une même espèce, entre des arbres en forêt qui vont être très très hauts, on est du côté forêt, là-bas, et puis qui vont se densifier, comme ça, qui vont se condenser à mesure qu'ils sont exposés à des pressions par des herbivores. Et puis, de la même façon, ça c'est ce que vous pouvez imaginer si vous voyez un arbre d'en haut, et quand on est un arbre et qu'on est haut et qu'on est peu exposé à de l'herbivore, vous voyez qu'on est tout à fait ouvert. Donc cette densité qui arrive, elle se voit aussi du haut. Et donc vraiment, on va contracter la structure pour protéger ces feuilles. Là, on change d'endroit. Est-ce que ça, c'est une forêt? Oui? Non? Qui dit que c'est une forêt? Ok. Alors, c'est un endroit situé au Brésil qu'on appelle la savane du Cerrado. Donc, en fait, la partie que je vous ai montrée, c'est la partie qui est au fond. Et il y a d'autres parties qui sont ouvertes. Donc, ça reste un milieu plus ouvert que la première forêt que je vous ai montrée. Mais il y a quand même des zones assez denses et des zones tout à fait ouvertes. Dans la zone assez dense, donc plutôt celle que je vous ai montrée avant, voilà, celle-ci, on trouve certains types d'arbres, certaines espèces. Et il y en a une notamment, voilà, celle-ci, dont j'ai choisi de prendre un exemple. Ça s'appelle un jacaranda. C'est très joli, très belle fleur. On aime beaucoup ça. Donc dans les zones tropicales, on en plante parce que vous voyez, c'est très joli. Voilà. Donc rien à dire. Voilà, donc voilà pour cette espèce. Donc ce jacaranda, il pousse, donc, comme je disais, dans ces zones qui sont plutôt fermées. Donc la première photo de la forêt de ce cerrado que je vous ai montré. Et si on sort et qu'on va dans cette partie qui est un petit peu plus herbacée, plus ouverte, on trouve un autre jacaranda, donc un cousin du jacaranda que je vous ai montré. Et celui-là, il ressemble à ça. Voilà, donc ça c'est le cousin. Donc si je regarde un peu plus près, ça fait ça. Vous voyez qu'il y a des petites tiges vertes, très réduites. Il n'y a pas de grand tronc, comme on voyait dans l'autre jacaranda. Et puis il y a des petites fleurs violettes, ça au moins elles sont toujours là. Et vous voyez que ça fait des parterres. Et puis donc des collègues, chercheurs, je ne connais pas, sont allés regarder finalement qu'est-ce qu'il y avait là-dessous. Et ils ont déterré ça. Ils sont allés le replacer dans sa globalité. Et en fait, ils se sont rendus compte que, vous voyez, c'est un tout petit morceau, là. Ça, là, c'est un tout petit morceau de tout ce qu'il y avait sous le sol. Donc, une structure très ramifiée sous le sol qui porte, en fait, toutes ces petites fleurs, toutes ces petites tiges vertes. Ils sont allés couper dedans, voir à quoi ça ressemblait dedans. Puis, ils ont vu ça. Je vous le mets en gros. Ça vous fait penser à quoi, ça? Un tronc. Ouais, effectivement, ça fait vraiment penser à une souche. Ouais. En fait, c'est effectivement ce qu'on appelle des arbres souterrains. Donc, c'est bien des équivalents de troncs, si on veut, qui organisent toute la structure ensemble, de la même façon que les troncs le font au-dessus du sol, mais ils le font sous le sol. Donc, on appelait ça des arbres souterrains. Vu que ça, c'est des arbres souterrains, est-ce que... Alors, pourquoi ? En fait, dans ces milieux-là, très souvent et naturellement, il y a du feu.
C'est des feux naturels. Ça fait des millions d'années qu'il y a ces feux. Donc ils apparaissent parce qu'il y a beaucoup d'herbes. C'est des milieux qui sont naturellement ouverts. Et donc le feu se produit, notamment parce qu'il y a de la foudre qui tombe, un événement tout à fait naturel. Et les herbes vont brûler. Et toutes les parties au-dessus du sol non protégées vont brûler. Et puis, après que le feu soit passé, eh bien, ça va se redévelopper sans aucun problème. Notamment, ça va se développer à partir de zones de plantes localisées sous le sol et qui ont des réserves et qui permettent finalement de repartir littéralement, de reconstruire une structure intégralement. Donc un magnifique schéma plutôt temporel de ce qui se passe. Le feu passe, notre structure souterraine est en place, elle est établie. Et puis, les structures qui étaient protégées vont permettre de redévelopper des parties herbacées plutôt. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de bois au-dessus, le bois il est en dessous. Il est sous le sol, le bois. Donc la biomasse, le carbone, tout ce stockage, c'est sous le sol qu'il est. Donc finalement, ça, il n'y a pas trop de carbone là-dedans stocké, mais ça permet de faire des fleurs au moins. Donc ça fait des feuilles, on fait de la photosynthèse, on fait des ressources, on met tout dans le sol. On fait des fleurs, on fait des fruits, donc on se reproduit, et puis le feu repasse. Il y a des endroits où ça passe une fois par an, des fois c'est une fois tous les 2 ans, mais c'est extrêmement fréquent. Donc, si c'est des arbres souterrains, est-ce que ça, c'est une forêt? Je ne sais pas. Ça dépend si votre mot, c'était arbre ou pas. Est-ce que... Voilà. Bref, on va regarder d'autres choses pour voir si c'est des forêts. Où sont les racines? Eh bien, il y a des racines, en fait, qui sont localisées sur... Elles ne sont pas dessinées là, mais elles sont localisées directement sur la structure qui est là. Donc, sur la structure qui est le tronc, en fait, il y a des racines à même le tronc, si on veut. Voilà. Est-ce que ça, c'est un arbre? Non. Enfin, qui dit que c'est un arbre? Ok. Donc, ça, c'est une forêt? Donc, ça, c'est effectivement donc un désert où l'eau est extrêmement limitante. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Alors, il y a des déserts chauds, il y a des déserts froids, mais le point commun des déserts, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Allons dans un endroit où, à l'inverse, il n'y a que de l'eau. La mer, les océans. Est-ce qu'il y a des forêts dans la mer? Oui, je l'ai entendu. Ok. Donc, effectivement, il y a des forêts dans la mer. Et alors, je dis bien dans la mer. Hein, c'est pas ce qu'on voit là. C'est pas des arbres posés sur des îlots de terre. C'est des arbres qui ont les pieds dans l'eau. Donc, littéralement des racines, en fait. Ça ressemble à ça, ces racines, voilà. Donc si on regarde, c'est vraiment des racines qu'on va appeler racines échasses, notamment, parce qu'elles permettent de soulever. Et qui sont littéralement plantées dans le sable. Alors là, c'est assez peu profond, ça peut être largement plus profond que ça. Et donc finalement, ça va littéralement créer ces forêts. Vous voyez que c'est fermé, hein, il y a de l'ombre, c'est très dense. Et donc, finalement, des adaptations encore, des structures qui vont permettre de littéralement créer des forêts, les pieds dans l'eau. Et il y a autre chose qui vient souvent avec ces racines. Donc ça, c'est des racines, hein, c'est spécifique. Voilà, effectivement, on voit des racines qui sont en train de partir des branches et qui, en fait, sont en train de pousser et descendre, qui vont continuer à permettre à la structure de se développer plutôt en largeur, en fait. Une fois que des racines touchent, alors on a plus de place et on peut continuer à s'établir. En fait, c'est des arbres qui augmentent leur structure latéralement, en plus de l'augmenter en hauteur. Et donc, quelque chose qui vient très souvent avec ce type d'habitat, de mode de vie, c'est le fait d'avoir des fruits qui flottent. Voilà, donc il y a littéralement des fruits qui vont flotter. Et puis, donc il y a beaucoup d'espèces finalement qui ont des fruits qui flottent. Et alors ça peut flotter très loin. Est-ce que vous savez c'est quoi ce fruit? Coco. Effectivement. Donc des fois les gens ne reconnaissent pas. Ça c'est une noix de coco quand elle est pas pelée. Et donc les noix de coco flottent. Voilà. Donc ça flotte très très bien. Et ça flotte très très loin.
Donc ça peut réellement passer d'une zone côtière, d'une île à une autre île, sans aucun problème. Donc ça arrive sur une autre île, après avoir traversé la mer pendant éventuellement un certain temps. Et puis, voilà, alors la graine effectivement qui est dans la noix de coco, qui est dans le fruit, est déposée sur la plage et donc va germer et donner un nouveau cocotier, éventuellement sur une autre île. Donc il y a réellement une nouvelle colonisation d'une nouvelle île par le cocotier qui, lui, est resté sur l'île initiale. Puisque vous savez que les plantes ne se déplacent pas. Il y a plein d'espèces, en fait, qui font ce type de fruits, qui flottent. Et spécifiquement, il y a une famille qui en fait. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur cette famille, donc je vais vous les montrer un petit peu. Donc, c'est une famille qui s'appelle les combretacées. Oui, c'est rigolo comme nom, c'est pas commun, c'est pas le genre de famille qu'on a ici. Il n'y en a pas ici, en fait. Et donc ça fait des forêts côtières, là ça pousse les pieds dans le sable. Ça pousse aussi en forêt très fermée, donc des forêts tropicales humides, où en fait les arbres ils sont très très hauts. Ils peuvent littéralement dominer au-dessus de la canopée. Donc c'est vraiment voilà, ça peut aller très très haut. Et donc ça c'est moi qui fais l'échelle. Voilà. Et donc, en fait, on allait regarder parce qu'il se trouve que ces combretacées, c'est une famille de plantes. Il y a environ 400 espèces dedans, qui sont différentes, qui se ressemblent plus ou moins. Il y en a qui ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, on va les trouver partout dans les tropiques. Mais que dans les tropiques. Mais par contre, on va les trouver sur tous les continents. Et dans des forêts des fois similaires et des fois différentes. Donc on est allé regarder, on s'est dit, mais pourquoi, comment est-ce qu'elles sont arrivées comme ça partout ? Toutes les familles ne sont pas localisées partout. Il y a des familles qu'on ne trouve qu'à des endroits très spécifiques, des continents spécifiques. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que l'ancêtre, il y a 120 millions d'années, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était d'ailleurs pas très ramifié, là, c'est le même ancêtre, eh bien, il avait des fruits qui flottaient pas. Voilà. Donc, c'était des fruits secs, relativement simples. Et puis, il y a eu un de ses descendants qui a acquis un fruit qui flottait, en Australie vraisemblablement. L'Australie, vous savez, c'est un archipel, donc voilà, pas l'Australie elle-même, mais dans toute cette région australo-pacifique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après que ce descendant ait acquis un fruit qui a flotté, qui était capable de flotter? Et bien, en fait, ces descendants ont pu coloniser tous les continents, passant d'un continent à l'autre, en flottant, et en établissant de nouveaux descendants sur des continents totalement différents. Vous voyez qu'on part de ces forêts, et puis éventuellement, on sort de ces forêts de plein de façons. Alors celles-ci, vous voyez qu'elles sont revenues dans des forêts. C'est des vraies photos de cette espèce qui a des fruits qui flottent, là-bas en Australie, en Afrique et en Amérique latine. Et donc vous voyez qu'on part d'une forêt, et puis on va éventuellement sortir de cette forêt. Et quand on sort de la forêt, on rencontre plein de choses. On rencontre des herbivores, on rencontre du feu, on rencontre éventuellement la mer. Et puis, il y a des structures qui vont évoluer à cause de ça, au fil du temps. C'est des temps qui sont très longs. Je vous ai parlé de 120 millions d'années. Donc, il faut imaginer que ces sorties, elles n'arrivent pas soudainement. C'est des pas. Donc, comme je vous disais, pas par pas, des petits pas, beaucoup de pas, pendant des millions d'années, qui conduisent à des adaptations, à des structures qui sont très différentes de celles qui ressemblaient aux plantes qui étaient sorties de leur forêt. Des fois, elles retournent dans la forêt. Donc elles sont sorties, et elles peuvent y revenir. C'est comme un rappel vers la forêt. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui. Ça vous rappelle quoi ? L'acacia, oui, alors merci en plus pour le nom de genre. C'était effectivement un acacia. L'acacia, c'est la famille des fabacées. C'est la famille des petits pois, voilà, pour l'anecdote. En fait, il se trouve que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un acacia. Et effectivement, cette liane que vous voyez ici fait partie de la famille des fabacées, fait partie de la famille de l'acacia. Donc on est dans la même famille.
Par contre, on est en forêt. Donc il n'y a plus cette densité d'herbivores dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais cette plante qui était sortie de la forêt, qui s'était battue contre les herbivores pendant des millions d'années, quand elle revient dans la forêt, eh ben, elle a gardé un peu les marques de cet héritage, en fait, de tout ce qu'elle avait accumulé pendant ces millions d'années. Et alors pourquoi elle le garde? Eh ben, parce qu'en fait, ça finit par avoir une autre utilité. Et quand on a des épines comme ça, quand on a des crochets, eh ben, on peut grimper un peu plus facilement. Et pour une liane en forêt, là où il fait sombre, et pour atteindre la lumière, eh ben, c'est pas mal. Alors, un petit nom pour ça, on appelle ça une exaptation. C'est une adaptation qui servait à quelque chose et qui en fait finit par servir à quelque chose qui n'a plus rien à voir, mais qui est quand même sélectionné parce que c'est extrêmement fonctionnel. Si on prend le cas de nos espèces qui étaient sorties de la forêt mais restées quand même un petit peu, alors on est plutôt en forêt côtière, hein, bon, elles avaient l'habitude de prendre le soleil, ces espèces. Comme ça, sur la plage, au soleil, les pieds dans l'eau. En revenant vers la forêt, c'est difficile, parce que vous m'avez dit ombre, tout à fait, les forêts fermées tropicales, elles sont extrêmement ombragées. C'est éventuellement difficile de voir des fois. Et donc, pour des petites plantes, des jeunes plantules, c'est vraiment pas facile. C'est même quasiment impossible, il n'y a pas assez de lumière, on ne peut pas s'établir sous la canopée de ces forêts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut germer en haut. Alors là, c'est pas sur une plante, parce que ça germe très très haut sur les plantes. C'est des canopées qui vont à plusieurs dizaines de mètres. Mais le problème, quand on est tout en haut, qu'est-ce qu'il n'y a pas tout en haut? Le sol. Et qu'est-ce qui manque par rapport au sol? L'eau, effectivement. En fait, il y a de l'eau atmosphérique, mais ce n'est pas du tout suffisant. L'eau, elle tombe du ciel, mais ensuite elle va directement dans le sol. Donc, il n'y a pas d'eau. Alors, comment on fait? Eh ben, on va la chercher. Ça, c'est des racines qui descendent de tout en haut dans la canopée, là où la petite plante avait germé. Donc vous voyez qu'on n'est plus sur des petites racines, hein. Il y a quelques années là quand même que ça s'est établi, quoique encore ça peut aller vite. Et puis donc ça peut faire comme ça finalement une structure similaire à un tronc. Alors est-ce que c'est un tronc? Je ne pourrais pas vous donner littéralement de réponse, ce serait des choses qu'on pourrait discuter. Puis ça peut faire plusieurs de ces structures, plusieurs troncs. Voilà. Donc vous voyez, c'est effectivement une façon de reconquérir un endroit qui est fermé sans passer par le dessous, on peut passer par le dessus. Et puis, il y en a qui s'embêtent pas à descendre. Peut-être qu'elles ne peuvent pas, en fait. Et donc, une autre façon d'essayer de récupérer de l'eau, c'est de ne pas perdre celle qui arrive. Et donc, pas perdre celle qui arrive, on peut faire un réservoir comme ça. Donc, c'est le cas de ces espèces-là. Alors, les broméliacées sont le nom d'une famille qui fait beaucoup ça. Et donc, qui va récupérer l'eau. Puis, ça ne leur sert pas qu'à elles. Donc, en fait, il y a des petits poils dans ces feuilles qui vont permettre d'absorber l'eau. C'est très rare, hein. D'habitude, les feuilles, impossible que ça absorbe quoi que ce soit, par des cas très spécifiques. Ça, c'est un cas très spécifique. Et ça ne leur sert pas, donc, qu'à elles. En fait, ça crée véritablement des vrais habitats. Et ces grenouilles-là ne se reproduisent exclusivement que dans ces plantes-là. Voilà, on les trouve absolument uniquement là, donc elles vont grimper, elles ne vont pas forcément passer toute leur vie là, mais c'est le seul endroit où elles peuvent se reproduire. Il y en a d'autres qui vont utiliser une autre stratégie, qui va être pas celle de récupérer forcément l'eau qui tombe, mais l'eau atmosphérique en fait, et qui fait très humide dans ces forêts. C'est dur de le récupérer, mais c'est éventuellement possible. Et donc pour ça, alors notamment les orchidées, même celles que vous pouvez acheter, ont ces structures autour des racines qu'on appelle le vélamen. C'est une espèce de manchon qui en fait ressemble tout à fait au concept et à la structure d'une éponge et qui va permettre d'absorber littéralement l'humidité atmosphérique. En fait, finalement, tout à l'heure, on voyait des cactus qui étaient dans des milieux très très secs. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé dans un cactus, mais je pense que vous pouvez imaginer ce que vous trouvez dedans. Il y a quoi dedans? De l'eau. Donc en fait, le cactus, il va conserver l'eau. Le vélamen conserve aussi l'eau. Et en fait, vous voyez que finalement, on a deux milieux qui sont totalement différents. Le haut de la forêt tropicale,
et le désert où il n'y a carrément aucune humidité atmosphérique, il y a bien un point commun entre ces deux endroits, c'est le problème de l'eau. Et donc, pour faire face à ces deux problèmes, eh ben, deux types de plantes tout à fait différentes se sont adaptés de façon tout à fait différente, mais pour le même problème. Et en fait, on appelle ça, dans le jargon, une convergence évolutive. C'est quand des espèces qui font face à une contrainte similaire adoptent une stratégie fonctionnellement équivalente pour faire face à cette contrainte. Donc, vous voyez qu'on a des plantes qui sont parties très très loin, qui éventuellement sont revenues, et qui, à la fin, ont adopté des comportements qui étaient tout à fait différents. Donc, quand elles reviennent dans la forêt, cette forêt, finalement, c'est un petit peu le témoin de tout. Ces sorties, et puis ces retours, et puis éventuellement ces ressorties. Et finalement, quand on regarde la diversité de la forêt, c'est pas juste une diversité à un moment donné dans le temps, c'est véritablement le reflet de millions d'années. Et c'est véritablement des espèces qui sont restées sur place pendant des millions d'années, sont sorties pas à pas. Pour certaines, sont revenues et vont peut-être continuer à tourner en rond ou vont peut-être ressortir. Et donc, quand on parle de protéger la diversité de nos forêts, il ne faut pas penser à protéger un instant T. Il faut penser à protéger ces trajectoires, toutes ces trajectoires qui ont eu lieu et tous les moteurs qui leur ont permis d'être ce qu'elles sont maintenant, à cet instant où on les regarde, et qu'elles seront peut-être plus tard. Puisque tout ça, c'est pas terminé, hein. En fait, c'est jamais vraiment terminé. Ces facteurs, ces moteurs, ils sont toujours à l'œuvre. Et la diversité telle qu'on la voit là, c'est pas celle qu'il y aura demain, dans quelques millions d'années. Voilà, je sais pas si je suis bien au niveau du temps, mais merci pour m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a une définition unique pour un arbre? Alors, absolument pas. Voilà, donc en fait, tous les organismes ont un petit peu leur... Ah oui, pardon, il n'y avait pas la question. Donc la question, c'est y a-t-il une définition unique pour un arbre? Non. Donc déjà, tous les botanistes vont peut-être pas être d'accord. Nous, en tant qu'architectes, on en discute souvent. Et puis, l'ONF en a une autre vision. Donc il y a beaucoup de définitions. Il y a quand même quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est que si on demande à un enfant de dessiner un arbre, il va généralement dessiner quelque chose comme ça. Donc, ça ressemble à un tronc, et puis il y a un houppier. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui revient de façon très régulière dans les définitions. Il faut qu'il y ait un tronc. Et surtout, si on le demande à cet enfant de se dessiner à côté, eh ben, il ne va pas faire la taille de l'arbre. Donc, quelque chose qui a tendance à être consensuel, c'est ça. C'est la hauteur, la présence d'un tronc et la présence d'une canopée. Maintenant, je vous dirais que nous, c'est des choses qu'on discute énormément. Donc, voilà. La verticalité? La verticalité, effectivement, rarement on dessinera un arbre à l'horizontale. Effectivement, donc c'est vrai, le concept de croissance vers le haut. Tout à fait. En même temps, il y a un truc qui s'appelle le palm tree, qui n'est pas un arbre. Alors, c'est discutable. La question étant de savoir qu'est-ce qu'un tronc. Est-ce qu'un tronc doit posséder du bois? Voilà, donc il y a effectivement des espèces qui ont perdu la capacité de faire du bois tout simplement, mais qui font des choses qui ressemblent tout à fait à des troncs. Si je vous dis qui ici est d'accord pour dire qu'un palmier est un arbre? Oui, voilà, vous êtes beaucoup, hein, parce qu'il y a un tronc et parce qu'il y a des feuilles en haut. Donc voilà, c'est des choses qui, si on accepte la définition selon laquelle le tronc doit être composé de bois, alors les monocotylédones, ces palmiers, ne sont pas des arbres. Les bananiers non plus. Voilà. Ça dépend encore une fois de la définition qu'on veut y associer. Hier, au moment du déjeuner, je vous parlais que j'étais dans le Maine. Et là, nous avons des leucophytes. Oui. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu? De leur structure? Oui. Ou plus particulièrement, donc des fougères, en fait. C'est une fougère? Alors, les lycophytes, hein? Oui, Oui. C'est grand comme ça. Oui. En fait, les lycophytes, c'est un groupe Oui. qui définit les fougères.
Donc, en fait, typiquement, c'est vrai que c'est pas les groupes sur lesquels je suis spécialisée, moi. Mais de la même façon, alors c'est des groupes qui sont bien plus vieux, hein, mais qui ont eux aussi en fait toute une histoire qui est portée par ces étapes-là. Actuellement, des lycophytes, elles sont toutes, donc c'est des fougères, hein, globalement, les lycophytes c'est le groupe des fougères. Elles sont très petites, très réduites. On a quelques lycophytes arborescentes, mais elles sont très très rares. En fait, il y a longtemps, c'est des plantes qui dominaient nos forêts. Pardon. Elles généraient les forêts. C'était elles, la forêt. Et en fait, c'était des fougères arborescentes. Elles étaient très dominantes. Et elles n'ont pas de bois. Donc, si on se dit qu'il faut du bois pour être un arbre, qu'il faut des arbres pour être une forêt, alors ce qu'on parle de forêt il y a beaucoup de millions d'années n'étaient pas des forêts. Bon, vous voyez que c'est qu'une histoire de définition et de concepts qu'on accepte et de la façon dont on veut juste voir la structure des choses. Je ne pense pas qu'il y ait un besoin absolu de fixer des définitions sur tout, tant qu'on arrive à le décrire et à en discuter correctement. Qu'en est-il des forêts des pays tempérés, voilà, où en hiver il n'y a plus, il y a plus de feuilles et puis il y a des graines en dormance. Eh bien, tout à fait. En fait, là, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur le tropical parce que je me suis dit que ça ferait un petit voyage aussi. Mais en fait, on a exactement la même chose en tempéré. Et quand je dis la même chose, c'est il y a ces mêmes pas qui ont eu lieu de la même façon. Et je vous ai montré des groupes qui étaient tropicaux et qui sont restés dans les tropiques. En fait, il y a beaucoup de groupes qui étaient tropicaux et qui sont arrivés dans le tempéré et qui s'y sont tout à fait établis. Et en fait, c'est même la plupart de nos groupes. Donc il y en a certaines chez qui ça se voit encore. Et il y en a d'autres, alors un exemple typique, c'est les lauracées, voilà, parce qu'on en a parlé un petit peu hier. Oui, on n'a quasiment pas de lauracées ici. Et on a quasiment que l'aurus, en fait, notre laurier. Et donc, c'est des familles sur lesquelles qui n'ont pas très bien, finalement, réussi à s'établir dans le tempéré. Il y en a d'autres, et donc, comme vous l'avez dit, qui perdent leurs feuilles. Perdre les feuilles, c'est vachement efficace quand on est dans un milieu où il fait froid, parce qu'on arrête littéralement, on réduit à ce moment-là la conduction. Donc, réduire la conduction, c'est très efficace pour éviter le gel. Si on gèle dans le tronc, ça ne se passe pas bien. Donc ça, effectivement, c'est une adaptation tout à fait qui exemple très très bien ce qu'on a dans nos milieux. Il y a autre chose, et on en a un petit peu parlé hier aussi avec des gens au repas. Est-ce que vous avez des iris chez vous ? Waouh, vous avez tous des iris. En fait, si vous creusez un petit peu et que vous regardez ce qu'il y a sous vos iris, vous allez trouver des tiges. Alors, je vous le dis d'office, c'est des tiges. Voilà. Et voilà, ce sont des rhizomes. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un nom qu'on donne à une tige qui est particulière. C'est une tige qui pousse à l'horizontale. C'est une tige qui a des racines aussi, hein, qui vont se développer à plusieurs endroits comme ça sur la tige, et qui, uniquement au printemps, vont faire des feuilles qui sont en fait juste qui sont placées sur ces tiges. Donc en fait, tout à fait similaire à quelque chose que je vous ai montré un peu plus tôt, qui étaient ces arbres souterrains. Alors voilà, notre problème, c'est que les iris sont des monocotylédones, donc c'est le groupe des palmiers, donc il n'a pas de bois. Donc là, on dit, s'il faut du bois, alors ça ne peut pas être un arbre souterrain. Vous voyez qu'on est tout le temps comme ça en train de faire face à ces définitions, à ces concepts. Mais il y a quelque chose qui est évident quand on regarde ces rhizomes et quand on regarde ces arbres souterrains, c'est que le gel, il a un effet qui est un petit peu comme celui du feu. En fait, le feu, quand il passe, il emporte un peu avec lui tout ce qu'il y a. Il va brûler tout ce qui est à la limite du sol. Quand le gel passe, il fait un peu la même chose. Et d'ailleurs, on utilise même le terme brûler pour le gel. Vous voyez. Et donc, finalement, vous voyez qu'on retrouve des adaptations qui sont similaires. Pousser à l'horizontale sous le sol, rester dessous pendant la mauvaise saison, dans des endroits où les contraintes sont différentes, mais fonctionnellement similaires. C'est-à-dire qu'elles agissent de la même façon, ces contraintes. Et donc, finalement, on retrouve des systèmes qui ont évolué de façon un petit peu convergente.
Voilà, Et puis, il y a aussi les plantes qui ont besoin du feu pour germer. tout à fait. Je crois les protées. Oh oui, il y en a plusieurs. Alors, il y en a qui ont besoin effectivement de feu pour germer. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui rentre encore plus dans l'adaptation à ces systèmes. C'est-à-dire qu'on attend que le feu ait tout nettoyé. Donc, il y a de la place, il y a de la lumière. Et là, les graines vont avoir eu besoin de soit la chaleur, soit la fumée, très souvent la fumée, pour germer, pour lever. Des fois, c'est les fleurs. Il n'y a pas de floraison sans que le feu n'ait été déclencheur. Donc, tout à fait. Et on a la même chose avec le gel. Il y en a pour lesquels il faut d'abord qu'il y ait hivernation, avant de... Voilà, donc vous voyez, ça fait... Oui. Voilà. Ou digestion par des mammifères aussi. Ou digestion par des mammifères, tout à fait. Effectivement. Bon, ça va être plus pour les graines que pour la levée. Et voilà. Oui. S'il vous plaît, voilà, Oui, pardon. Un regard sur les évolutions qui viennent, puisque vous avez beaucoup insisté sur cette réalité de ces évolutions extrêmement lentes dans le temps. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment d'une accélération du tempo, et donc quand on dit que les plantes ne migrent pas, de fait, il y a quand même des migrations qui se passent. Mais est-ce qu'elles vont migrer à la bonne vitesse face à cette accélération du temps à laquelle on se voit confronté aujourd'hui? Donc c'est comment vous, en tant que scientifique, est-ce que vous projetez déjà des choses par rapport à ces évolutions? On entend beaucoup éventuellement des remontées d'espèces qui s'adaptent, etc. En fait, bon, pour moi, c'est la question du temps, comme pour les espèces vivantes, le vivant. Voilà, quel regard vous portez-vous sur cette question-là? Oui. Alors, je pense qu'il y a trois choses à différencier ici. Il y a la migration. Donc ça, c'est une chose. Les migrations, elles sont limitées par les plantes qui sont déjà en place, qui occupent en fait une niche, un espace, et qui ne vont pas forcément permettre à de nouvelles d'arriver et de s'y établir. Il y a une autre barrière, la migration, c'est qu'il y a des moments où on ne peut pas aller plus loin. Donc, par exemple, c'est le cas des caféiers. Nos caféiers, en ce moment, en fait, la plupart de nos caféiers poussent en altitude, une altitude plutôt moyenne, mais dans des régions tropicales. Et nos caféiers, ils subissent énormément le réchauffement, les effets du réchauffement, l'aridification dans ces zones-là. Et donc, ils montent. Sauf que, à un moment, la montagne, elle s'arrête. Donc, si on arrive en haut, on ne peut plus monter plus haut. Et là, c'est fini. Et il n'y a plus de café. Donc, on travaille effectivement là-dessus. On fait des modèles de prédiction là-dessus pour savoir est-ce que si une espèce se déplace, elle va pouvoir déjà s'y installer. Et puis, si elle s'y installe, quel effet ça va avoir sur celle qui était déjà là. Donc ça, c'est une chose, c'est la migration. Il y a une deuxième chose, c'est l'acclimatation. Alors moi, je vous ai parlé d'adaptation depuis le début. L'acclimatation, c'est pas la même chose. L'acclimatation, c'est la capacité pour un individu lui-même de tolérer de nouvelles choses. Donc par exemple, nous, on peut s'acclimater. Les plantes aussi. Donc si vous avez l'habitude là de vivre dans un climat qui est tempéré, eh ben, on vous met dans un endroit très très chaud. Au début, c'est dur, puis au bout d'un moment, ça va. Donc ça, c'est de l'acclimatation. La capacité d'acclimatation, c'est pas la même pour tout le monde, et c'est pas la même pour toutes les plantes. Il y en a pour qui c'est très 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 restreint. Et donc celles-là, on peut largement imaginer qu'elles toléreront moins les changements. Et il y a un troisième truc, c'est l'adaptation. Et donc l'adaptation, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est plutôt ce dont je vous ai parlé là, c'est pas quelque chose qui arrive à l'échelle d'un individu, c'est quelque chose qui arrive à l'échelle d'une lignée, et qui nécessite un certain temps. Le temps que ça va nécessiter dépend surtout de l'espèce elle-même et de son taux de génération. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, il y a des moustiques qui sont adaptés très très vite, mais c'est parce qu'en fait le temps de génération d'un moustique est très court par rapport au nôtre. Et pour les plantes, voilà, et pour les plantes c'est la même chose. Donc la question c'est, il y a des arbres qui ont une durée de vie qui est énorme, et donc un temps de génération énorme, en tout cas par rapport au nôtre. Et donc par rapport au nôtre, qu'est-ce que nous on représente dans leur histoire? Peut-être qu'un battement de cils, en fait, la même chose qu'un moustique, un temps de génération d'un moustique pour nous, quoi. Donc, est-ce que notre impact va être suffisamment critique pour annihiler la possibilité de cette espèce de continuer? Il faut imaginer qu'il y a un nuage de moustiques qui vous tombe dessus et c'est fini. Ou est-ce que
finalement, c'est juste un moustique qui est passé, et puis pour la plante, et puis pour la lignée de cette plante, finalement, ça n'aura pas changé grand-chose. Je pense que tous les cas de figure existent, en fait. Et c'est encore une fois cette diversité. Et la raison pour laquelle nous, on s'attache à la décrire et la comprendre, c'est parce que justement, il y a bien certainement tous ces cas de figure, et que donc on ne peut pas traiter toutes les plantes de la même façon. Voilà. Et la diversité, c'est aussi une protection. Alors, dans les productions, effectivement, c'est des choses qu'on essaie de valoriser. On sait, mon collègue en a tout à fait très bien parlé, que ça aide énormément sur plein d'aspects. Il y a aussi la diversité génétique, j'imagine, qu'on peut mentionner, en fait. Typiquement, la diversité... Je vous ai parlé de diversité d'espèces. Dans une même espèce, il y a de la diversité aussi. Et c'est ce qui permet, justement, qu'il y ait des changements. C'est cette diversité, déjà, intraspécifique dans des espèces. Une diversité génétique, c'est comme nous, et on n'a pas la même... Déjà, dans cette pièce, il y a une grande diversité génétique. Et bien, c'est pareil dans une espèce. On va avoir une diversité génétique qui va effectivement énormément contribuer à la capacité d'acclimatation d'une espèce, d'adaptation de cette espèce également. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas très bien, que dans un seul arbre, il y a une diversité génétique. Donc, comment est-ce possible et est-ce que cet arbre peut aller chercher dans différentes parties de son corps les gènes qui conviendraient ? Alors, ça, c'est effectivement quelque chose dont on a un petit peu discuté en plus. Alors, c'est vrai, c'est des choses qui sont pas tout à fait connues, fixées. Alors, notamment la partie où est-ce qu'il peut mobiliser d'autres... Alors, il pourrait. En fait, c'est quelque chose qui est né d'un... Bon, nous, on a un raisonnement là-dessus. En architecture, on considère qu'il y a une structure élémentaire pour chaque espèce et que cette structure, elle peut être répétée. Voilà. Et en fait, cette répétition de la structure, elle a conduit à cette vision un peu colonnière de l'arbre, où en fait, un arbre peut être composé par plusieurs structures élémentaires répétées. Et à chaque fois qu'on répète, on répète éventuellement un peu plus petit. Il a été ensuite effectivement observé que dans tous ces différentes répétitions, eh ben, on n'avait plus la même génétique exactement. Mais ce qu'on n'a pas pu comparer, c'est est-ce que l'individu initial avait la même aussi. Donc il y a un phénomène qui s'appelle la dérive génétique, qui a des mutations qui arrivent dans une population au cours du temps. En fait, on pourrait imaginer, si on considère l'arbre comme une population, qu'il y a également des mutations qui arrivent au cours du temps. Et dans ce cas-là, on aurait de la dérive au sein d'un même individu. Quel impact ça pourrait avoir sur l'acclimatation, par exemple, de cet arbre ? Alors, la structure, elle n'est pas complètement déconnectée comme une communauté. C'est quand même quelque chose d'intégré, plusieurs structures répétées, mais intégrées dans un même organisme, qui est l'arbre. Et donc, à ce moment-là, si on arrive à une mutation telle que telle partie devient plus tolérante, peut-être au vent ou à la dessiccation, donc la sécheresse par le vent, qu'une autre, eh bien, peut-être que la partie moins résistante pourrait être abandonnée au détriment de l'autre. Ce serait vraiment... Voilà. Après, qu'est-ce que ça change pour l'organisme lui-même ? Pas grand-chose, en fait. La plante, elle est capable de répéter cette structure-là. Elle pourra répéter, elle pourra le remettre en place de façon similaire ou pas. Et donc, finalement, est-ce que ces mutations, elles arrivent au cours du temps ou est-ce que c'est quelque chose qui se déclenche assez soudainement ? Je ne suis pas sûre et je pense qu'on n'a pas encore la réponse exacte. Et quel impact exactement ça pourrait avoir sur les communautés non plus ? Plein de choses à chercher. Merci.